Bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 1 de On fait des vagues. Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude avec Diana, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va toi, Arel? Ça va très bien, merci. Et on se retrouve surtout avec notre invité du soir qui s'appelle Simon, comment ça va? Très bien, très content d'être là. Super, génial. Alors Simon, donc on va apprendre à te découvrir un petit peu ce soir, découvrir qui tu es, comment tu t'es retrouvé ici, et puis quelles sont les racines un peu de ton engagement dans Agisson. On va peut-être commencer je vais commencer par dresser un peu ton portrait, si je peux. Donc, Simon, je crois que tu as 29 ans, c'est ça? C'est exact. C'est ça, je me suis pas trompé dans les chiffres. Tu as grandi à Versoix, ce qui est pas banal pour Agisson, vu qu'on s'est surtout développé dans le canton de Vaud, mais toi tu viens de Outre-Versoix, c'est ça, tu es Genevois, c'est ça? Exactement. Ok. Et puis, tu as un parcours qui est assez atypique, tu as fait des études qui a priori sont pas le profil type de la personne qui s'engage dans des collectifs militants comme Agisson. Tu as fait l'université de Saint-Gall et puis ensuite tu t'es retrouvé assez rapidement à travailler dans des grandes entreprises, c'est ça? Exact. Ok. Donc dans un cabinet de consulting qui est un des plus grands du monde, c'est ça? Exactement. Okay. Pour l'instant, c'est tout juste. Et puis sinon, que dire d'autre? C'est difficile toujours de résumer une seule personne en quelques secondes, mais enfin voilà, tu as fait un parcours académique assez professionnel, assez prestigieux, mais tes parents avaient toujours un peu une sensibilité sociale comme ça. Mais aujourd'hui, tu as claqué la porte de ça et tu t'es retrouvé responsable de la campagne qu'on mène actuellement avec Agisson, et c'est ce qu'on va apprendre un peu à découvrir aujourd'hui. Est-ce que y a quelque chose que j'ai raté dans ce portrait et qui te frustre et que tu aimerais ajouter? Non, franchement, tout juste. Ça fait bizarre, voilà, d'avoir son portrait dressé comme ça. Mais non, c'est tout juste. J'ai étudié. D'abord, j'ai grandi à Versoix, donc pour le coup, c'est vraiment à côté du canton de Vaud. Donc, je suis genevois, mais je me sens aussi et surtout roman. Et ensuite, j'ai étudié donc à l'université de Saint-Gall en économie d'entreprise pendant 3 ans. J'ai ensuite fait des stages. J'ai ensuite étudié à Londres, à la London Business School. Donc vraiment dans un mindset multinational et grandes entreprises. Mais j'avais toujours cette fibre sociale, et notamment dans mon travail de maturité. Donc de fin de gymnase, j'avais comme projet la création d'un label écologique et social pour des petites et moyennes entreprises. Ouais. C'est génial. Ouais, et c'est ça que j'avais fait comme travail de maturité, et j'avais un peu cette illusion qu'il était possible de changer les multinationales et les entreprises en général de l'intérieur. Et on pourra en revenir là-dessus, j'espère, peut-être. Et puis ensuite, donc c'est aussi comme ça que j'ai fini donc à l'université de Saint-Gall, en me disant je veux intégrer donc des grandes entreprises, voir comment on peut faire changer les choses de l'intérieur d'un point de vue écologique et social. Et après, en ayant bossé 3 ans dedans, je me suis dit qu'il y avait un peu trop de greenwashing à mon goût, pas assez d'action, pas assez de concret, pas de contre-pouvoir, et du coup j'ai démissionné, quoi. C'est comme ça qu'ensuite rapidement j'ai rejoint Agisson, mais je pourrais vous en dire plus parce qu'il y a aussi des personnes qui ont été assez déterminantes. J'arrive là. Total, hâte d'en parler avec toi. Et je crois que si je peux compléter aussi, t'as une fibre aventurier, Simon, aussi. Je me rappelle qu'une fois on avait pu en parler, et puis j'avais relu un peu ton profil et j'étais là, mais c'est vrai que t'as fait New York, Californie à vélo? C'est vrai, c'est exact. Ça, c'est dingue, c'est combien de kilomètres? C'est 7000 kilomètres à vélo. Ouais, j'avais dit 5000 avant. En fait, ça dépend, tu peux prendre des chemins plus courts, mais j'avais fait, c'était un de mes meilleurs amis qui est toujours un de mes meilleurs amis, Samy Barbin. J'avais donc ce projet un peu fou de traverser les États-Unis à vélo. Ouais. Du coup, on était parti de New York et on a fait jusqu'à San Francisco, et ça c'était juste après le gymnase. Il y a un de mes 3e amis, mon meilleur ami pour le coup, Eric, qui nous avait rejoint à Yellowstone pour la fin. Ah ouais. Donc et puis c'est là aussi où j'ai eu des expériences magnifiques de générosité, puisqu'on dormait chez les gens, on voyageait avec une tente. Donc on essayait aussi de profiter un maximum de la découverte, de découvrir les gens à travers ce voyage, et ça m'a appris beaucoup de choses au-delà de l'anglais. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a renforcé mes mollets, mais j'ai tout perdu. Et après t'as fait à peu près la même chose pour aller au Pakistan. Ouais, alors un peu différemment. Donc ça c'était pendant le BCG, pendant mes années
dernier conseil en stratégie, il y avait l'option de faire 3 mois non payés de voyage. Et j'avais pour ambition d'aller le plus loin possible en transport en commun. Et du coup, j'ai fini en Iran en transport en commun. Mais ensuite, à partir de là, pour différentes raisons, mais notamment un tremblement de terre à Bandar Abbas, j'ai plus pu continuer en transport en commun et j'ai fini du coup en avion pour aller jusqu'au Pakistan. Et ensuite, génial. Donc c'était, non, j'ai une fibre aventurière. C'est un peu baroudeur. Ça vient aussi de mes parents. J'ai eu toujours beaucoup de chance de vivre dans une famille où on mettait beaucoup le voyage en avant et l'aventure dans les voyages, voyager en sac à dos depuis très petit, donc c'est quelque chose que j'ai gardé, quoi. Ok, trop beau. Ben voilà. Incroyable. C'est toutes ces facettes qu'on va essayer de creuser un peu plus, découvrir un peu plus dans cette émission. On va procéder à notre première section qui est la vie au bol. Donc Simon, comme à l'accoutumée, on a l'habitude de proposer à notre invité du jour d'ouvrir le bal des questions, et puis on va te proposer de tirer une petite question, de nous la lire, et puis si tu veux bien, t'y répondre. Trop bien. C'était fait exprès, j'aurais dû prendre celle d'en haut, c'est ça? Non, on n'a pas fait. Genre super, il a tout gâché le jeu. Sans trucage. Waouh. Si tu pouvais créer une journée mondiale, laquelle serait-ce? Waouh, c'est une bonne question, ça. Oups. Ça part direct dans les questions de 10. Et il y en a beaucoup qui existent, du coup, c'est difficile. Ouais, alors, honnêtement, je sais pas si elle existe. Journée mondiale. Bon, allez, je reste un peu dans la légèreté. Je dirais la journée mondiale du vélo, si elle n'existe pas encore. Mais probablement qu'elle existe déjà. Peut-être, à vérifier. Aurélien, je crois que t'as une culture générale assez hallucinante. Donc, est-ce qu'elle existe déjà ici? Oui, quand? Elle existe très certainement. C'est difficile à dire. Après, en plus, je suis pas très vélo, moi. Donc, je sais pas. Ouais. Mais bonne idée. Pourquoi journée mondiale du vélo? Juste pour... c'est quelque chose d'important dans ta vie, ou bien c'est juste pour faire le lien avec ce voyage? Non, alors bon, c'est un peu pour faire le lien avec ce voyage, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aime à travers le vélo aussi. Le côté prendre le temps, c'est assez intéressant parce que le voyage à vélo, en fait, c'est un entre-deux entre un voyage en voiture, un road trip, et un voyage à pied. Parce qu'au final, ça permet quand même de couvrir une certaine distance en une journée, environ plus de 100 km. Et en même temps, de profiter de tous les paysages, d'être proche des gens, de les rencontrer. Et on s'attire aussi une grande sympathie, en fait, quand on arrive à vélo dans les endroits, parce que les gens reconnaissent l'effort, en fait. Ce qu'on n'a évidemment pas en voiture. Et je pense aussi que je dis ça parce que c'est quelque chose qui me frustre beaucoup en Suisse, où au final, il y a encore énormément de voitures dans les villes, notamment dans le centre-ville. Moi, je viens de Genève et c'est une ville qui est quand même assez catastrophique en termes d'aménagement du territoire, notamment par rapport à la mobilité douce. Et j'ai une anecdote là-dessus, parce que puisque j'avais fait ce voyage à vélo, justement, dans ce voyage à vélo, en fait, je m'étais inscrit sur une plateforme qui s'appelle Warm Shower. Et Warm Shower, c'est un peu comme Couchsurfing, mais seulement pour les cyclistes. Et du coup, donc j'en ai profité. Donc c'est vraiment, tu peux rester chez les gens, tu dors chez eux. Donc j'avais beaucoup fait ça aux États-Unis. Et en rentrant, j'en ai parlé à mes parents et mes parents se sont inscrits dessus. Et on a accueilli à un moment un cycliste qui est venu de Thaïlande à vélo. De Thaïlande à vélo. Et il est resté chez mes parents 2 jours, etc. Et puis mes parents ont dit profite de la journée, va visiter Genève, tu verras, c'est magnifique et tout. Le type il revient, genre la gueule à moitié défigurée. Non. Et puis mon père dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il dit je viens de Thaïlande, je suis plus jamais tombé. En ville de Genève, je suis tombé, je me suis pété la gueule. Mon père il a dit comment? Les voies de tram. Oui. Et genre c'est littéralement un truc connu de tous les cyclistes, en tout cas à Genève, qui est un grand classique, et ça m'a fait quand même un petit choc de me dire purée, la personne est venue de Thaïlande, elle a traversé des pays complètement improbables en termes de mobilité douce et tout, et c'est à Genève que la personne se pète la gueule, quoi. On dit mourir de rire. Voilà.
Et vous, alors, journée mondiale Ouais, alors bonne question, mais juste petite parenthèse, Ouais. le chat me signale que c'est le 3 juin, du coup, la journée mondiale de la bicyclette. ok, cool. trop bien. On l'a raté mince, de c'est peu. raté. On l'a Ouais, juste ouais. raté. Ok. Merci, je le noterai. Le 3 juin dans mon calendrier. 2024, je propose qu'on fasse une sortie à Gis en vélo. Trop bien, trop bien. Alors, nous, quelle journée mondiale, Diana, peut-être que tu veux commencer? Je réfléchis. J'étais en train de réfléchir. Je pensais que t'allais dire d'abord et que ça allait me donner du temps. Ouais, j'ai réfléchi aussi. Allez. Tant que je n'ai pas eu quand même, hein. Mhm. On notera le chat. On note l'effort. Merci, Simon. Moi, je dirais, il y a tellement de journées mondiales qui existent. Je pense que j'irais sur la journée mondiale. Mais ça existe, ça, sûrement. Un truc hyper cucu. On ira sur la journée mondiale du militant. Ça existe pas, je suis sûre. Peut-être. Et peut-être que dans les années à venir, est-ce qu'on verrait pas une nouvelle journée mondiale qui viendrait célébrer tout cet effort bénévole pour pouvoir le poser sur des causes importantes. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Et qu'on célèbre ça tous ensemble et qu'on soit fiers de dire ouais, carré, je suis militant, je suis fier. Ouais, j'aime. C'est drôle, ça va bien avec justement dans le chat, on nous propose la journée mondiale de la Terre, du bénévolat et de la solidarité humaine. Boum, ça rentre dedans. Il y a de l'osmose. On est cohérent. Et toi, il y a quelque chose qui te viendrait à l'esprit? Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je pense que ça tournerait aussi autour de la journée mondiale du bénévolat ou de peut-être j'aimerais bien une journée mondiale où vous savez comme je crois que je sais plus si c'était pendant la fête des rois ou bien la Chandeleur, mais où les riches et les pauvres ils échangeaient leur place pendant une journée ou quelque chose comme ça. Et alors je pense pas que ça réglerait tous les problèmes parce que c'est pas juste une question de point de vue et autres, mais ça m'intéresserait de voir ce qui pourrait se passer si on mettait, je sais pas moi, Elon Musk un jour à faire des petits jobs ou des choses comme ça et vice versa aussi. J'adore le concept. Enfin voilà. Je pense que je ferais En fait, c'est une journée des métiers, sauf qu'au lieu du concept, tu choisis un métier féminin ou un métier masculin, c'est un métier de classe sociale. Ouais, c'est ça, ou je sais pas, ou t'échanges tes rôles quand t'as une femme de ménage sous-payée, non déclarée, tu prends ton rôle pendant une journée, je sais pas. On dirait en tout cas que ça dure un mois comme ça, il y a ouais, peut-être qu'une journée la douleur de la fin du mois quand le compte est vide, sinon ça se tient, sinon c'est pas réaliste. J'ai aimé l'idée. Mais du coup, tu nous as parlé du vélo, tu nous as parlé de ton voyage, etc. Ouais. Est-ce que ça a été un facteur aussi un peu tu t'as dit de découverte du monde, de générosité, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a mené un peu aujourd'hui à avoir un regard un peu engagé sur le monde, peut-être que ça a planté les premières graines qui ont peut-être pas tout de suite fleuri ou peut-être qui étaient déjà là, qui t'ont fait après complètement changer de trajectoire, virer de bord et puis claquer la porte des plus grandes entreprises du monde, je sais pas. Enfin, je vais pas trop en dire à ta place. Non, bien sûr. Je pense en partie, je pense que ça a été une grande découverte aussi de la générosité des gens, aussi une découverte, enfin ça sonne très bateau, mais au final que on est tous quand même vachement semblables, quoi. On a évidemment des moyens très différents, des perspectives différentes, parce que on n'a pas tous les mêmes privilèges, mais au final, les humains en règle générale se ressemblent quand même vachement. Et par contre, ils se ressemblent pas forcément en termes de générosité, et c'était intéressant aussi de voir que plus je m'éloignais de la Suisse, au final, plus les gens étaient généreux. Après, il y avait aussi des traits communs entre des pays qui étaient particulièrement généreux par rapport à d'autres. Je pense par exemple l'Iran, qui est probablement l'endroit où les gens sont le plus généreux que j'ai jamais croisé, mais aussi le Pakistan. Et c'est intéressant parce que c'est deux pays qui, au final, ont une image très mauvaise à l'international, et en partie probablement à raison, si on regarde les différents gouvernements en place. Néanmoins, la population sur place, c'est des gens absolument géniaux et puis qui sont souvent caricaturés dans les médias. Mais bref, ça a peut-être été pour moi un des éléments, c'est l'aspect générosité des autres et aussi me sentir au final proche de pays auxquels on se sent pas forcément proche. Et quand je vois dans les nouvelles, par exemple, que le Pakistan a été complètement dévasté par des énormes inondations, moi j'ai des images en tête de à quoi ça ressemble, de gens chez qui je suis resté, chez qui j'ai eu
j'ai pu crécher gratuitement, enfin, etc., quoi. Donc oui, je pense qu'il y a un aspect là-dedans. Maintenant, je pense que le vrai déclic, il a été fait. Je pense que il y avait plusieurs éléments et plusieurs moments, on va dire, clés. Je pense qu'il y avait un terreau fertile dans un sens, évidemment, avec mes 2 parents qui travaillent dans le social, ma mère qui travaille dans une institution avec des personnes en situation d'handicap, mon père qui travaille au service social de Carouge, donc il y a toujours eu, on va dire, une fibre sociale dans la famille. Mon grand-père qui était tuteur général, ma grand-mère qui dirigeait des colonies de vacances, enfin bref, il y avait quand même toujours un côté un peu humain. Néanmoins, j'avais quand même pris la direction opposée, quoi. Mais je pense que ensuite c'est l'écologie qui a repris le pas un moment ou un autre. En fait, quand j'ai commencé le BCG, j'ai rencontré, rapidement Victor, qui est donc un des co-initiateurs du mouvement Agissons. Et il l'était évidemment pas à l'époque puisqu'il était dans la même entreprise que moi. Et on a commencé à échanger sur beaucoup de choses. Lui avait toujours, j'ai envie de dire, un coup d'avance parce qu'il avait fait bien plus de lectures que moi. Ensuite, il est parti au VVF pendant un an. Il m'a aussi partagé beaucoup d'informations, notamment sur la chute de la biodiversité. C'est vrai qu'on parle très souvent de climat, et puis là c'était la première fois où vraiment j'ai reçu une énorme claque en me disant mais en fait le problème presque le plus urgent c'est la biodiversité, quoi. Et du coup ça remettait en cause plein de solutions technologiques. Et je pense qu'il y a eu un peu ces petites étapes petit à petit, et en effet à travers mon voyage ensuite au Pakistan, je suis parti quand même avec le livre Less is More de Jay Zanickel. Sous les recommandations de Victor, mais aussi Understanding Power de Noam Chomsky, et c'est des lectures qui marquent, surtout quand on prend le temps, en fait. Là tu prends tout dans la tête. Voilà, exact. Ça a été comment cette rencontre pour toi de tout comprendre, d'être face à ces informations que tu avais l'impression de pas avoir accès avant, d'être un monde qui s'ouvre à toi? Comment tu l'as ressenti? Ce qui était bizarre, c'est que c'était pas vraiment une découverte pure et dure, plein d'éléments, oui, mais c'était un peu une redécouverte en me disant ah oui, tiens, c'était pour ça que c'était important aussi. C'est des sujets qui m'intéressaient déjà au final au gymnase, mais que j'avais un peu mis de côté, et là j'ai amené vraiment un nouveau niveau un peu de connaissance sur le sujet, et je me suis dit mais je peux juste pas continuer comme ça, quoi. Et comprendre en fait les structures, mais ça c'était un mix de lecture et le voir dans la vraie vie, qu'en fait par exemple, j'avais l'illusion que c'était facile, on va dire, de changer les choses de l'intérieur, donc en travaillant pour des multinationales et d'amener des aspects écologiques et sociaux. Au final, t'es rapidement confronté au fait que c'est pas que les gens sont méchants dans les boîtes, c'est pas qu'ils veulent détruire la planète, absolument pas. C'est juste qu'il y a des structures en place, des règles, qui sont les règles du capitalisme, il faut appeler un chat, et ces règles, c'est toujours plus de profit, qu'importe le coût social ou écologique. Un seul objectif. Exact. Et ça, cette réalisation en direct, à travers, en plus des lectures, et en plus, Victor, avec qui on avait pas mal d'interactions, mais il n'y avait pas que Victor, en vrai, il y avait aussi Nicolas, d'autres collègues qui m'ont aussi pu, qui ont aussi eu qui ont pu m'amener des éléments intéressants. Ça m'a quand même fait réaliser que il était temps aussi que je tourne la page, tout en gardant évidemment plein d'éléments que j'ai pu apprendre à travers cette expérience, quoi. Donc c'est pas du tout j'ai pas du tout honte de ce passé. Je pense qu'il était pour moi j'avais besoin de le faire. Au final, je peux pas revenir en arrière de toute façon. Maintenant, est-ce que je recommande aux gens? Oui, vous devriez tous bosser 3 ans dans une multinationale pour comprendre que le système ne fonctionne pas. Clairement pas. Je crois qu'il y a pas besoin de faire ça. Donc voilà, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que des parcours comme le tien ou comme celui de Victor, bien sûr il y a ce côté, on peut dire mais d'où est-ce qu'ils sortent, c'est vraiment pas honnête, ils ont fait ça, ils ont fait des trucs dégueux, ils doivent se le reprocher, mais ça permet aussi d'avoir une peut-être pas de tout savoir, mais d'avoir une compréhension un peu de l'interne aussi, des types de personnalités, des types de structures qui sont à l'œuvre, et puis souvent comment ça peut aussi amener à des mouvements comme Agissons une certaine forme de crédibilité aussi. Donc je pense que tu as tout à fait raison de dire qu'il faut pas en avoir honte, en tout cas. Et au final je vois aussi que ça m'amène une certaine crédibilité selon où je vais. J'ai été encore la semaine dernière invité à l'université de Saint-Gall
dans un forum sur les énergies renouvelables. Il y avait que des personnes ultra spécialisées dans l'hydrogène, dans voilà, des ingénieurs, etc. Et puis moi, j'ai pu arriver là-bas, asseoir ma crédibilité en disant voilà, j'ai fait Saint-Gall, j'ai bossé 3 ans dans des grandes multinationales. Cependant, je pense qu'il faut une décroissance économique. Je pense que on se focalise sur les mauvais indicateurs. Ouais. Je pense que la solution, c'est pas de sans cesse espérer qu'une nouvelle technologie va tous nous sauver, c'est plutôt décroître nos besoins en énergie et puis rapidement investir dans les énergies renouvelables qui existent pour les mettre en place, pour les déployer. Et ça crée en fait, je trouve, un discours qui est audible pour ces personnes, ce que je n'aurais pas forcément en n'ayant pas fait ce parcours. Donc ça c'est vrai. Après, je pense que l'inverse est aussi vrai. Je pense dans certains milieux militants que je connaissais très peu, on peut me regarder aussi en me disant voilà, tu as pas forcément lu l'ensemble de l'œuvre de Trotsky, donc non mais c'est un peu une blague que je tire, mais j'ai déjà entendu ça. Ça pourrait. Et ça me faisait aussi un peu voilà un peu rire. Après, je pense qu'au final on amène, c'est ça aussi la force d'un mouvement comme Agisson, c'est l'intelligence collective. Moi, je peux apporter des éléments des multinationales. Après, je connais pas non plus tout des multinationales, mais j'ai quand même pu voir plusieurs choses. Et d'autres peuvent amener des bases théoriques très importantes sur d'autres sujets, quoi. Ouais, 100%. Faut se le faire. Moi, il y a un petit truc où j'étais curieuse. Je crois que tout à l'heure tu disais que t'es venu, enfin t'as voulu faire cette expérience en grande structure dans l'envie de transformer les choses de l'intérieur. Ouais. Donc finalement, il y avait comme une forme d'engagement qui existait déjà avant, une sensibilité qui existait déjà. C'était ton objectif d'essayer de transformer les choses de l'intérieur. Oui. Alors clairement, comme je l'ai dit, j'avais déjà eu cette idée de label écologique et social au gymnase, donc je pense que ça me trottait toujours un peu dans la tête. Maintenant, quand tu commences au BCG, tu choisis, enfin dans le cabinet de conseil pour lequel je travaillais, donc on faisait des missions de conseil pour d'autres multinationales. Au début, tu choisis clairement pas pour qui tu travailles. Tu peux pas vraiment choisir quel projet tu vas faire ou pas. Petit à petit, tu peux. Mais moi, au final, ça m'intéressait aussi dans les premières années d'un peu tout voir. Donc c'est comme ça que j'ai fini à travailler pour des grandes multinationales dans la distribution, dans l'agroalimentaire, dans le pétrole et le gaz, dans la cigarette même. Alors pour le coup, c'était pas des projets qui pour vendre de la cigarette, mais c'était pour d'autres de leurs produits, mais ça restait une boîte de cigarettes. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Mais pour moi, je trouvais ça super intéressant de voir ça à l'intérieur. Après, dès le moment où j'ai voulu me dire, ok, bon, maintenant, c'était sympa ce petit tour des industries. Mettons-nous sur des projets vraiment écologiques, vraiment sociaux. Là, j'ai vite déchanté parce que je me rappelle avoir eu un appel avec un des boss de l'entreprise suisse. Et puis il m'avais dit, je lui avais demandé quel type de projet écologique on faisait en ce moment, et puis il m'avait dit c'est la stratégie ESG, donc c'est une stratégie d'investissement soi-disant durable pour une grande banque suisse. Ouais, c'est pas exactement la vision que j'avais, quoi. Et donc ça m'a rapidement dit ok, il faut que je parte, quoi. Ouais. Après en partant, j'ai quand même voulu un peu laisser faire un petit emprunt, donc j'ai envoyé un email à l'ensemble du staff suisse, donc plus de 400 personnes, en expliquant ma démission, en parlant de décroissance, en citant Julia Steinberger, en citant Jason Hickel. J'ai eu l'impression que c'était ce que tu devais faire en partant. Quand même. J'ai même fait une plus grosse dinguerie. Il y avait le directeur Monde qui avait eu un entretien dans le Financial Times, et il avait dit, c'était l'époque où BCG voulait vraiment se greenwash, quoi, prétendre être super vert. Et du coup, il avait donné un entretien dans lequel il disait BCG est prêt à embaucher des activistes du climat. Alors que moi je voyais c'est fort comme on en était loin, quoi. Je veux dire en termes de même nos événements, on les faisait à l'étranger, on prenait l'avion, enfin il y a plein de choses qui allaient pas, mais de A à Z. Et du coup j'ai envoyé un email, et dans le titre c'était pourquoi je démissionne pour devenir un activiste du climat. Et ça me fout les frissons, mais j'aurais trop voulu faire ça, moi. Et du coup j'ai eu après 30 minutes d'appel avec lui.
où je lui ai parlé de décroissance, où je lui ai dit voilà pourquoi je ne peux pas partir, enfin pourquoi je dois partir, pardon, voilà pourquoi je peux pas rester, parce que c'était un peu la discussion sur le moment, et puis voilà, donc ça c'était un peu mon petit truc. J'ai ensuite publié sur LinkedIn l'email, enfin bref, j'ai voulu quand même qu'il y ait une certaine en fait expliquer ma démarche, parce que je pense qu'elle est pas commune, sans la romantiser non plus. Je veux dire, ça reste ultra privilégié de pouvoir démissionner d'une grande boîte, d'avoir beaucoup d'argent de côté, d'être dans une situation où au pire je peux toujours revenir chez mes parents, enfin voilà, je peux pas non plus, c'est pas non plus un truc que tout le monde peut faire dans n'importe quel contexte, mais en tout cas les personnes qui bossaient dans ma boîte, bah si elles veulent démissionner, elles peuvent. Bah, c'est plus probable qu'on s'identifie à toi, ton parcours. Exact. Ok, beau. Mais c'était quoi la réaction justement de tes collègues ou de supérieurs en part de ce dirigeant monde? Alors bon, le dirigeant monde, lui, son point, c'était de dire, donc pendant cet appel, il a dit, j'avais en fait préparé une slide, enfin une diapo où j'expliquais toutes les choses que le BCG devrait faire si on voulait vraiment embaucher des activistes du climat. Donc j'avais un peu pris au pied de la lettre. Et puis il y avait des choses où il était assez d'accord. Par exemple, embaucher des gens de différents backgrounds socio-économiques. Au final, on a presque que des enfants de riches au BCG, et je pense que ça crée aussi une déconnexion avec des enjeux écologiques, puisque quand on est ultra privilégié, on se croit au-dessus, et en partie c'est vrai, en tout cas pour une certaine durée. On sera pas les tout premiers affectés, les personnes les plus riches. Donc ça, il était d'accord, mais après, dès que j'ai dit, par exemple, on devrait questionner toute ambition de croissance des entreprises. Voilà, la majorité de nos projets, c'est comment vendre plus. J'ai dit, on devrait arrêter tout le travail qu'on fait avec les compagnies aériennes. On a il y avait un énorme secteur. J'ai dit qu'on devrait conseiller les États seulement si c'était pour décroître, parce qu'on faisait aussi du conseil envers des États. Enfin bref. Donc là, il était moins chaud. Et puis au final, lui, il disait, ouais, mais ton discours, il est très radical. C'est très peu probable que ça soit mis en place. Alors que moi, au final, en amenant des sujets écologiques auprès de grandes multinationales, je suis beaucoup plus audible, quoi. En gros, il a un peu tourné le truc en disant, on est dans le même bateau, quoi. Au final, on fait le même combat, quoi. Et je lui ai dit, oui, seulement l'un de nous deux ne recevra plus de salaire et claque la porte, quoi. Je crois qu'il y a une phrase de Chomsky qui dit qu'en gros, attends, comment elle est tournée, c'est du genre tu challenges vraiment le système, on va dire, une fois que tu dois en sortir, quoi. Enfin, il y a un truc un peu où tu peux pas rester dans le système et en même temps être récompensé par les gens puissants de ce système. Bien sûr. Ce qui est assez logique au final. Genre, si t'es dans le système en train de dire ça ne marche pas et que les gens continuent à te dire bravo pour ce que tu fais, bah il y a bien une déconnexion. Et puis tu mords pas la main qui te nourrit. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça c'était la réaction de sa part. Et ensuite c'est la réaction des collègues. C'était assez intéressant parce que c'était assez varié au final. Il y avait des collègues avec lesquels j'étais particulièrement proche qui l'ont très bien pris au final. Ça faisait un moment que j'en parlais. Je me rappelle, un peu comme provocation, j'avais acheté le livre de Jean-Luc Mélenchon à deux de mes collègues. Je les avais déposés sur les bureaux au BCG à Genève. Je crois que ça avait fait assez rire là-bas. Mais il l'avait lu, donc c'était assez drôle. On en avait ensuite discuté. Les plus jeunes, il y a beaucoup qui m'ont écrit des emails en disant écoute, ça résonne, c'est intéressant ce que tu dis. Après, combien ont vraiment suivi le truc, démissionné, franchement très peu. Et plus c'était haut dans la hiérarchie, moins c'était audible, très honnêtement. Ce qui est en vrai assez logique, parce que plus t'as passé des années dans un endroit, plus c'est compliqué de te dire, purée, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant n'a aucun sens, quoi. Ou en tout cas, je faisais fausse route. Enfin, ça demande un courage, que j'encourage d'ailleurs, hein, mais si les gens l'ont, de vraiment se dire, ok, je faisais fausse route, je veux mettre maintenant mon temps à disposition d'autres choses, quoi. Je pense qu'au-delà d'une question de volonté, il y a aussi des barrières psychologiques qui font des verrous mentaux qui font que tu peux juste pas te dire tout ce que j'ai fait, je suis un monstre depuis 30 ans, quoi. Enfin, absolument. Et c'est pas forcément des monstres, mais non, bien sûr, et aussi même dans tes cercles sociaux. Donc voilà. Après, là où il y a eu le plus de réactions, c'est quand je l'ai publié sur LinkedIn, mon email de départ.
il y a eu 170 000 vues de mon message et j'ai reçu plus de 300 messages privés en disant purée incroyable, comment t'as fait ça, ou aussi des gens qui disaient moi je suis pas d'accord, je trouve qu'au final le BCG c'est la meilleure boîte pour faire changer les choses. Donc ça m'a pris du temps, mais j'ai essayé de répondre vraiment à tout le monde. Et ça c'était aussi assez varié quoi. Maintenant c'est vrai que encore maintenant il y a encore des gens qui m'écrivent en disant bah voilà un an après comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc ça crée toujours une certaine curiosité quoi. Total. C'est trop intéressant. Mais pour rester dans le sujet, et puis après peut-être qu'on pourra aller sur d'autres choses. Moi, je me demandais un peu à 2 moments dans ta vie, et justement, comme tu dis que tu avais un fonds social, que tes parents bossaient dans le social, quelle a été la réaction de ta famille un peu quand tu t'es engagé justement dans une voie je sais pas du tout ce qu'en pensent tes parents, mais peut-être s'ils ont un fonds social, ça a pu leur paraître un peu bizarre que justement tu te retrouves au BCG. Et de l'autre, quelle a été la réaction, non pas de tes collègues cette fois, mais de tes proches aussi, qui sont parce que je peux comprendre peut-être si ils se disent mon fils ou mon neveu, je sais pas qui dans ta famille, il a une hyper bonne situation, ça peut risquer quand même ce qu'il fait. Enfin, ça a été quoi justement dans ces 2 situations un peu. Ça doit être marrant. Ouais, c'est une bonne question. Alors donc quand j'ai rejoint le BCG et même avant à Saint-Gall, honnêtement, j'ai toujours eu des parents qui m'ont toujours encouragé en fait dans qu'importe mon idée, ils m'ont encouragé en fait. Et ça, je dois dire que je suis évidemment ultra reconnaissant. C'est clairement pas le cas de tout le monde. Donc pour ça, je me sens, c'est une des multitudes de choses pour lesquelles je suis privilégié et reconnaissant. Parce que même avant le gymnase, je voulais faire horloger et c'était super, on va t'amener à la journée d'information. Après, j'étais photographe, on n'a pas de problème, va voir. Enfin, ils avaient pas du tout une fixette sur tu dois faire le collège, le gymnase, ou tu dois aller à l'université. Donc quand j'ai choisi Saint-Gall, en vrai, ils étaient assez contents, mais comme ils l'auraient été pour d'autres choses, je pense. Ensuite, quand j'ai rejoint le BCG, je pense que mes parents n'étant pas dans les multinationales, dans les grosses entreprises, ils n'ont pas non plus compris que c'était vraiment prestigieux. Enfin, ils ont compris parce que c'était difficile d'y entrer pour moi, mais au final, ça les a pas beaucoup plus impressionnés que ça, quoi. Mes amis d'enfance non plus. Enfin, au final, ils s'en fichaient un peu. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on est amis pour qui on est, pas vraiment pour ce qu'on fait comme travail, en tout cas. Et puis donc, honnêtement, leur réaction quand j'ai commencé Saint-Gall puis le BCG, ça n'a pas été plus spectaculaire que ça. Quand j'ai démissionné, j'ai compris qu'il y avait un peu de la crainte, notamment un peu chez mes parents, d'un point de vue, ok, bon, tu quittes une super situation. On a vu à quel point c'était difficile aussi pour toi. C'est difficile d'entrer dans cette boîte. Je sais pas, quand j'étais rentré, je crois qu'il y avait eu 1200 candidatures pour cette place. Donc c'est une dinguerie. Et puis tu te dis, purée, tu pars de ça. Est-ce que t'es pas en train de hâter un peu ta décision? Et après, en même temps, ils savaient ma fibre écologique. Donc honnêtement, ils ont été quand même beaucoup dans le soutien. Mais je pense qu'ils ont aussi, ils avaient pas forcément tout réalisé qu'est-ce que je faisais quand, quoi. Et du coup, après, il y a eu aussi, j'ai pas tout de suite rejoint Agisson à temps plein, donc j'ai aussi pris le temps pour réfléchir, et puis, mais honnêtement, sinon, ma famille, mes amis, incroyable à quel point ils sont, géniaux et toujours derrière moi, et ça, j'en suis ultra reconnaissant parce que ça aide, en fait. Et surtout dans les périodes de doute, tu démissionnes aussi pour moi-même en fait, parce qu'il y a la réaction de mes parents, mais il y a la réaction de moi-même où j'étais un peu là, purée, mais sinon tu fais quoi de ta vie, quoi. Tu quittes un super travail, tu gagnes 200 000 francs par année, t'es tranquille, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu te poses des questions? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'était sympa avant. C'est dans le vide. Ouais, exact. Et c'est là où c'est cool d'avoir des amis qui au final sont toujours là pour toi et qui te soutiennent quoi qu'il se passe, et qui donc ça c'est cool. L'entourage, ça fait un. Ça fait beaucoup, surtout quand tu prends ce genre de décision assez radicale, quoi. C'est beau. Et du coup, ensuite, Agisson. Mais du coup, tu nous as dit que c'est un peu par Victor que t'es arrivé ici. Mais pourquoi est-ce que ça t'a parlé? Parce que si Victor a été ta porte d'entrée, je pense que si t'es resté, c'est aussi parce que t'as trouvé du sens là-dedans. Et puis, pour quelle raison en fait justement? Qu'est-ce que tu trouves là et pas t'aurais pu t'engager ailleurs, t'aurais pu t'engager dans un parti politique, t'aurais pu t'engager, je sais pas moi, chez Greenpeace.
Je vais plonger le front, il fait extrêmement chaud dans ce situation. Si personne le sait, c'est un Twitch Hammam, hein. Sous le feu des projecteurs. C'est un nouveau concept, Twitch Hammam. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui m'a plu au début chez Agisson? Qu'est-ce qui fait que t'es encore là et que tu es responsable de cette campagne actuellement? Franchement, je me pose la question. C'est pas très bonne question. Vous êtes sûr que vous voulez me poser cette question maintenant? Non, je plaisante. Non, alors ce qui m'a plu tout au début, bon, c'est évidemment le constat commun d'une urgence sociale, écologique, démocratique. Je ressentais ça aussi, où je me ressentais pas vraiment proche d'un parti. Il y avait pas vraiment un parti qui me plaisait vraiment. J'avais pas l'impression que les partis politiques étaient à la hauteur, d'un point de vue écologique et social. Et j'aimais bien ce côté, exploitons les outils de la démocratie directe, ce qui m'a toujours intéressé. En fait, j'ai toujours bien aimé un peu la politique, mais je me suis jamais retrouvé dans aucun parti, quoi. Et là, on me disait, bon, nous, on voit une urgence écologique, une urgence sociale, une urgence démocratique, et on a envie d'utiliser les outils de la démocratie, mais genre à fond, et voir qu'est-ce que ça peut faire pour faire bouger les choses. Il y avait ce mix de outils démocratiques, radicalité, dans le sens racine du problème qui m'a plu, quoi. Donc ça, c'était un peu le début, et aussi le côté tout est à faire. Je pense que j'ai t'aimes bien ça. Je le disais s'il y avait pas eu de crise écologique et sociale, je pense que je serais en train de faire un petit business, faire une petite start-up, voilà, le côté un peu créer un nouveau truc, donc ça m'intéresse, et donc ce côté-là me plaisait vraiment. Et ensuite, c'est clairement à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées où je me suis dit, waouh, ça a une certaine puissance, ce mouvement. Enfin, quand à chaque fois on voit des nouveaux visages qui arrivent, quand on voit des personnes avec des compétences gigantesques, enfin, rien que mettre en place ce Twitch, ça paraît rien, mais enfin, qui le fait? Donc, bim, nous, on le fait, on arrive à mettre des gens qui sont pros, qui font le truc. Et ça, c'est un exemple parmi tant, parmi les pôles d'initiative, la finance, qu'importe, il y a des gens compétents partout, la communication, et ça m'a plu, ce côté aussi où rapidement on a su monter en compétences pour faire des choses qui soient pro, quoi. Ça allait vite. Et aller de manière très vite et un peu exponentielle, quoi. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui m'a plu. Et après, c'est aussi un peu un concours de circonstances où au final, d'abord j'étais bénévole comme responsable des partenariats, et ensuite j'ai reçu la proposition de travailler, d'être le premier employé d'Agisson pour mener le crowdfunding. Donc c'était aussi un peu une dinguerie d'accepter ce truc, et puis petit à petit ça m'a mené là, quoi. Et parenthèse, parce que je suis pas sûre d'avoir compris, avant Agisson, t'as déjà intégré d'autres mouvements? Absolument pas, non. J'ai aucun autre. Non, zéro. Exclusivité à Agisson. Je pense que ma seule carte de membre, c'était à la petite salamandre. Ouais. J'étais amené à ça. C'était absolument génial. Mais voilà, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc non, vraiment pas d'implication. Après, j'avais été dans une assoce à Saint-Gall, mais ça n'avait rien à voir avec du militantisme. C'était l'organisation d'une simulation de négociation à l'OMC. Donc ça n'avait rien à voir. L'OMC même, alors qu'il y a de quoi redire de l'OMC. Mais donc non, aucune implication militante. Et c'était aussi un peu pour ça que j'ai pu découvrir plein de choses depuis que j'ai rejoint, quoi. Ça me fait penser, vu que tu l'as dit, on remercie vivement la technique et puis la modération aussi, sans qui ce Twitch ne pourrait pas avoir lieu. Yes, merci. Et du coup, ça te plaît, ça va pas te vacciner après Agisson? Tu penses que tu vas continuer à t'engager? Non, clairement, écoute, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'est un truc qui est ultra prenant, qui est dur en termes de la charge mentale. Enfin, en particulier mon rôle, mais je vois que je suis pas le seul à aussi prendre beaucoup dans le mouvement, donc. Oui, c'est clairement beaucoup. Maintenant, ça m'a jamais fait peur, cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui partent de mon ancienne boîte, qui partaient de mon ancienne boîte parce qu'on bossait 60, 70 heures par semaine. Moi, c'était pas le cas. C'est pas pour ça que je suis parti. Donc, c'est pas un truc qui me fait peur. C'est pas un truc qui me déplaît. Maintenant, c'est plus le côté, maintenant que j'ai vraiment, ça me tient à cœur, en fait, ce qu'on fait. J'avoue que ça rajoute quand même une dimension qui est pas forcément facile à gérer, quoi. Mais non, clairement. Et puis, au final, une fois qu'on a compris l'urgence de la situation, le fait que il faut
un vrai changement radical en Suisse, mais partout dans le monde, de système économique, qu'il faut repenser tellement de choses. Moi, je pense de manière démocratique. Je vois pas trop comment je pourrais totalement sortir de ce militantisme-là. Après, les choses évoluent et j'en sais rien où je serai dans 5 ans, quoi. Mais en tout cas, cette fibre-là, je pense qu'elle va rester, quoi. Même dans 2 mois. Même dans 2 mois, je suis où? Dans 2 mois. Et je fête la réussite de notre campagne. Exactement, je fête, on sera quelle date, du coup? Ah ouais, donc je fête la réussite de ma campagne. Peut-être pas encore, parce que la campagne, elle se finit le 11 août. Le 11 août, et là, on est le, 20, quelque donc, chose. peut-être plus en septembre, mi-septembre. Ouais, ça va être le 1er septembre. Je pense que parce que le 11 août, elle se termine, la campagne. Néanmoins, on aura le résultat final le 25 août. Donc ça, c'est quand les communes nous renvoient les signatures, et on fera la vraie fête le 1er septembre. C'est vrai. Donc non, je crois que dans 2 mois, je serai dans le stress. Tu rangeras tes années en attendant le verdict. Ça va. Exactement. On arrive à voir, en tout cas. Ouais. Et moi, j'avais envie, c'est peut-être une question que je pose souvent, mais c'est que ça m'intrigue à chaque fois. Je sais que, par exemple, beaucoup de bénévoles d'Agissons, ils ont un entourage, des proches qui sont aussi dans l'engagement. Moi, personnellement, pas trop. Ouais. J'ai toujours eu un peu ce sentiment d'être un peu... on m'appelait l'hippie, juste parce que voilà, il y avait des choses plus importantes. Est-ce que toi, t'as eu une étiquette comme ça en mode le mec qui s'engage, l'activiste, est-ce que, ou alors au contraire, t'avais aussi toute une brigade avec toi, peut-être justement dans la multinationale avec Victor, est-ce que vous étiez plusieurs, tu te sentais entouré de personnes engagées, ou l'extraterrestre au milieu Non, alors au BCG, clairement, il y a Victor qui a un peu ouvert la voie sur beaucoup de choses, parce qu'il avait aussi fait des présentations sur la chute de la biodiversité, où il est allé par 4 chemins, expliquer la responsabilité des multinationales, voilà, exactement. Donc il a aussi fait des choses assez incroyables, avec son propre style évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, il avait aussi déjà pu mettre cette graine. Donc au BCG, non, pas trop, enfin je me sentais pas seul. Par contre, je pense que j'ai toujours eu un tout petit peu cette sensibilité écolo, ensuite moins quand j'étais à Saint-Gall et puis à Londres, et maintenant forcément à nouveau, mais j'ai pas un entourage de militants, je connais pratiquement personne dans les partis politiques. Mes parents sont politisés, enfin ma mère est syndiquée, elle essaie de mener certains combats, mais c'est pas non plus un sujet qui revient tous les jours. Je pense que mon père a eu un temps une implication assez forte, puisqu'il avait refusé de faire l'armée, et à l'époque, si on faisait pas l'armée, il fallait aller en prison. Du coup, il nous raconte encore maintenant comment il a fait de la prison en étant jeune, ce qui forcément marque aussi. Mais en même temps, mon grand-père avait fait grader à l'armée, donc voilà. Non, je pense que j'étais clairement pas entouré de militants. C'est aussi un monde que je découvre dans un sens, quoi, parce que c'est intéressant. Ah ouais, total. Les méthodes de communication. T'avais à cœur de rencontrer ce monde, parce que moi personnellement, vraiment là, je parle vraiment de pire perso, c'est quand je suis rentrée dans Agissons, où j'ai découvert des gens qui pouvaient avoir les mêmes réflexions que moi, mais c'était un monde qui s'ouvrait à moi et que j'avais pas du tout notion qu'on était autant. C'est débile de dire ça comme ça. Mais c'était un nouveau monde, et je voulais savoir un peu comment tu l'avais vécu, puisque toi et moi on a eu l'occasion de faire des parcours dans d'autres structure. Non, je l'ai vécu bien, et je pense que Agissons, c'est un mouvement très ouvert, très inclusif, dans le sens où on va pas te prendre de haut sur ce que tu sais ou ce que tu sais pas de la politique. Malgré le fait qu'on écrive nous-mêmes les initiatives, ça reste un truc très politique, quoi, mais il y a un côté, une grande présomption de bienveillance, je trouve, en tout cas quand j'ai rejoint, où je me suis très rapidement trouvé à ma place. Et il y avait aussi un certain nombre de formations, j'espère qu'on pourra à nouveau en avoir, mais aussi où chacun partage ce qu'il sait, quoi, au final, parce qu'il y a des ensembles, on connaît mais tellement de choses. Enfin, je veux dire, sur les groupes, je sais pas, je pense qu'on est en tout cas entre 80 et 90 bénévoles, j'en sais rien. C'est incroyable ensemble le nombre de compétences qu'on a. Et je trouve que c'est très bienveillant, dans le sens où on part pas du tout du principe que tu sais tout ou que tu dois tout savoir. C'est plutôt est-ce que déjà t'as un peu les mêmes préoccupations, je pense que ça c'est la base. Est-ce que t'as compris qu'il y avait une urgence écologique, une urgence sociale, une urgence démocratique? Après, t'as pas forcément besoin d'avoir compris à quel point. Ça, on peut aussi le partager entre nous, et petit à petit comprendre aussi les rouages de comment on en est arrivé là.
Donc je pense que je me suis senti très vite, on va dire, accueilli et pas du tout, justement, le fait que je venais d'une multinationale, c'était pas du tout un problème, quoi. C'était plutôt, tiens, intéressant, qu'est-ce que tu pourrais apporter, quoi. Je pense que ça, c'est une vraie force du mouvement, notamment par le fait qu'on soit partisan, et le fait que, non, t'as pas besoin d'être encarté dans un parti politique, même, je pense que l'immense majorité du mouvement, l'est pas du tout, et du coup, ça, je trouve, ça rajoute aussi un côté intéressant là-dedans, quoi. Plus ouvert. Cette bienveillance et cette ouverture, Et puis ça permet d'ensuite faire des rencontres absolument hallucinantes. Enfin, j'ai rencontré des gens, genre Brigitte, des parts très bien, c'est vrai qu'il y a des parts très bien. Plein de belles personnalités. Une question que j'aime bien poser aussi, c'est du coup Agissons, tu le sais mieux que personne, on lance différentes vagues d'initiatives, on lance différents sujets. Si maintenant tu pouvais décider d'une mesure qui sera la prochaine qu'Agissons lancera, alors c'est compliqué, bien sûr, le monde ne se résume pas à une mesure, tout ce qu'il faudrait changer. Laquelle est-ce que ce serait ? Je pense que ce serait... alors il faudrait que ce soit idéalement internationaliste, donc le plus global possible, mais ce serait de taxer l'héritage à partir de, disons 5 millions à 95%. Pour financer en fait je trouve que ça a énormément de vertus. Ça permet de rapidement trouver des fonds pour financer toute la transition et la bifurcation écologique qu'on va devoir mener. Ça va coûter très cher, mais en même temps on peut le faire et ça va créer plein d'emplois, mais ça demande une meilleure redistribution. Pourquoi l'héritage et pas le revenu ou pas le capital juste comme ça? Je trouve que c'est le truc le moins juste. L'héritage, parce que pour le coup personne le mérite vraiment, et on pourrait discuter de la notion de mérite, mais ce côté où tu nais et d'un coup bim t'as juste des millions, la bonne famille. Et puis j'avais vu c'était un entrepreneur qui était interviewé sur un plateau de télévision, et puis il disait, je crois lui il disait à partir de 10 millions, qu'importe 5 ou 10 millions, qu'importe quoi, mais et ensuite une taxation à 95%, il disait si mes enfants reçoivent 10 millions, tout mon carnet d'adresses, toute mon éducation, pro-business, etc., et qu'ils n'arrivent pas à le multiplier et à devenir encore plus riches, franchement, ils méritent pas l'argent. Et je trouvais ça assez fort, parce qu'il y avait un côté, au final, si tu crois au mérite jusqu'au bout, et c'est là où je trouve qu'il y a certaines politiques et certaines tendances très, justement, contre la taxe de l'héritage, qui en même temps prônent le mérite, que je trouve pas du tout logique. Si on est pro-mérite, du coup on taxe l'héritage à 100%. Si tes enfants sont forts, ils vont réussir comme toi, il y a pas de raison. Donc ça, je pense que ce serait une mesure baguette magique. Après, l'implémenter de manière unilatérale en Suisse, ça pose évidemment beaucoup de problèmes, la fuite des capitaux, etc., mais si je pouvais le faire, ce serait ça, probablement. J'aime bien. C'est intéressant. Je pense qu'effectivement c'est pas demain la veille qu'on verra ça en Suisse, mais c'est intéressant, puis surtout que y a ce truc, même si on taxait cet héritage-là financier, monétaire et autres, il y aurait tout finalement. Il y a l'héritage, comme tu l'as dit, du carnet d'adresse, du capital culturel, etc., qui fait que finalement il y aura probablement toujours des inégalités en termes d'héritage, mais ça pourrait considérablement les réduire en tout cas. Évidemment. Je trouve que si tout le monde pouvait commencer sa vie avec un certain capital, mieux réparti, et si on taxe, on peut le faire. Je pense que ce serait très bien. Et ça permet aussi de décaler le sujet. Par exemple, une discussion que j'aime pas trop, c'est par exemple le salaire maximum. Je trouve que pour le coup, c'est pas forcément la première mesure qu'il faudrait faire, parce que personne ne devient millionnaire à travers du salaire. Si on regarde les gros salaires dans les entreprises, c'est une petite part fixe, une grande part variable, qui majoritairement c'est des parts, donc des actions, donc du capital. Donc c'est pas un salaire. Tandis que la discussion sur pour le coup l'héritage, et je sais, j'ai eu des discussions même avec certaines personnes donc qui étaient plutôt très libérales, etc. Ils disaient non, moi ça me dérange pas l'impôt sur l'héritage, je trouve ça juste, quoi. Donc je trouve que c'est un débat, ça met un débat assez intéressant, quoi, sur où sont les choses justes et injustes, et puis aussi après tout ce qu'on peut faire de cet argent qui est clairement nécessaire pour financer la bifurcation écologique et sociale. Ça, de toute façon, il y a de quoi faire. Je pense que ça va aussi créer des milliers d'emplois, ça va permettre de créer des biens communs.
Et ces personnes, je l'espère, se diront waouh, purée, j'ai pu donner des millions à l'État, donc j'ai pu donner des millions à la bifurcation écologique essentielle, et qui se sentiront aussi fiers, quoi, d'avoir, je sais pas, un certificat chez eux. J'ai payé 150 millions d'impôts, bravo, tant mieux, qu'ils soient plus fiers de ça, quoi. Mais après, comme tu l'as dit, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Simon, quelque chose qu'on aime bien proposer aussi à nos invités, je sais pas si tu as pu préparer ça, mais on aime bien en général on m'a dit de rien préparer. Il me regarde. on aime bien en général demander à nos invités quels sont leurs s'ils ont une référence à partager, peu importe, hein, ça peut être de la musique, ça peut être un livre, ça peut être un film qui t'a marqué. T'as dit déjà beaucoup de livres. T'as déjà parlé de livres, effectivement, Chomsky, mais si tu voulais partager, je sais pas, même un magazine que t'es abonné. Le dernier truc qui t'a marqué. Magazine. La salamandre aussi. La petite salamandre pour les gens. Ça existe encore? Je sais pas. Non. Sûrement, bien sûr. Okay. Bien sûr. Non, je dirais le livre qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est quand même Less is More, de Jason Hickel. D'ailleurs, maintenant, il est disponible aussi en français. Moins, c'est mieux, je crois, en titre en français. Je suis pas sûr. Je sais pas. Ouais, c'est moins stylé que Less is More, on va pas se mentir. Et c'est un livre qui m'a quand même pas mal bouleversé dans voilà le niveau d'analyse et de qu'est-ce qui devrait être fait, etc. Donc je pense que celui-là, je le recommande. C'est un peu le premier livre que je recommande vraiment à tout le monde. Après, honnêtement, je recommande aussi sur YouTube, il y a pas mal de choses intéressantes, mais notamment pour revenir sur Victor, il a une chaîne qui s'appelle Kraken Débrief, qui est super intéressante pour le coup. Il prend entre 20 et 30 minutes à disséquer un sujet. Alors, il y a plein de choses où je suis là, bah oui, ça c'est marrant, je savais. Et plein d'autres où je suis là, waouh, balèze. Et pour le coup, le travail qu'il met derrière est assez hallucinant. La qualité est vraiment top, donc je le recommande vraiment vivement. Ça s'appelle Kraken Débrief. Et ça traite de beaucoup de sujets, et pour le coup ça s'arrête pas que aux multinationales. Ça va aussi je sais pas, il va parler par exemple je sais pas, de la vraie histoire de Christophe Colomb, quoi. De la naissance du capitalisme, et au final moi ça m'a permis de aussi d'avoir beaucoup de compréhension aussi sur waouh, purée, c'est comme ça que c'est été créé, c'est pour ça que c'est fondamentalement en fait problématique, quoi. Aussi, on retrouve moins facilement. Lui, il va vraiment en profondeur dans des recherches de fou. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est vraiment impressionnant le travail qu'il met derrière aussi pour ensuite vulgariser. Moi, c'est un travail que j'admire beaucoup parce que je vois le nombre de livres qu'il faut lire pour comprendre ça, et puis aussi la culture générale. Ça doit pas être facile pour lui non plus. Hein. Non, clairement. J'ai pas 2 heures de cours devant moi. Il passe clairement du temps. Je sais pas comment il fait parce qu'il fait 1 milliard de choses à la fois, quoi. Donc, c'est fort. Puis ses vidéos sont déjà balèzes en elles-mêmes. C'est de la vulgarisation de. J'ose pas imaginer la taille du pavé qui se tape. Non. La V1. On a une question du chat aussi qui te demande quel est ton groupe de musique préféré. Si tu veux répondre sur un ton plus. Musique préférée. Ton groupe ou ton artiste, hein, j'imagine. Bon, alors je suis un peu un boomer, mais. Allez. Non, je pense que l'artiste que j'ai le plus écouté, c'est quand même Orelsan. Ok. T'es un boomer pour ça? Un peu quand même. Non, j'ai parlé à des, je pensais à des gens de genre 20 ans, ils me disaient que c'était complètement has-been déjà. Alors que moi, je pensais vraiment à l'artiste que j'ai le plus écouté. Ensuite, quand j'étais plus jeune, j'écoutais genre des dingueries, genre Offspring, Greenpeace, non pas Green Day. Green Day. Je me suis fait brainwash par des formations professionnelles, par les écolos. Non, et puis mais aussi des dingueries un peu genre du ska, genre Guérilla Poubelle. Ok. Ouais, j'ai eu mes phases. T'as eu. Personne n'a épargné. Ouais. Trop beau. Et Aurel, vas-y, toi, est-ce que t'as une petite rêve pour nous, une recommandation pour nous cette semaine? Je me demande ce que t'écoutes, toi. Ce que j'écoute. Moi, je pensais partager. J'ai déjà parlé de mes goûts musicaux dans cette chaîne. Ok. Ouais, c'était pas concluant. Non, c'est pas vrai. Le chat t'a pas apprécié. Non, une référence. Je sais pas.
Chaque semaine, toutes les 2 semaines, je dois en ramener une, donc j'épuise mon stock de références. Chaque semaine, tu réponds à cette question. Okay, ouais. Non, si t'as rien, hein. Je sais pas, je réfléchis. Ton auteur ou autrice du moment. Mon auteur ou mon autrice du moment. J'ai le défaut de commencer plusieurs livres et d'en lire chaque fois plusieurs en même temps. Ouais. Mais bon, c'est un auteur que Liga a déjà cité la dernière fois, qui est pas un auteur que j'ai lu récemment, mais qui a ressurgi un peu dans l'actualité, donc moi j'aimerais bien en parler, qui est Andreas Malm, qui est un auteur écolo, qui publie notamment en français aux éditions La Fabrique, et c'est notamment pour ça. Et puis il a écrit un livre qui s'appelle Comment saboter un pipeline, alors qui est pas du tout, contrairement à ce que pourrait laisser penser, un guide en mode où il faut couper, quel fil, etc., mais qui est plutôt une réflexion sur le militantisme écologique, et puis une réflexion sur finalement quelle est la bonne stratégie, et puis dans quels sont les rapports à l'État, qui finalement, d'où vient la vraie violence, et puis est-ce que une certaine forme de violence, alors bien sûr à définir laquelle, est-elle légitime finalement dans le mouvement écologiste, et puis voilà. Et puis en fait on en a parlé récemment dans l'actualité parce que vous avez sûrement suivi, mais en France il y a le mouvement Les Soulèvements de la Terre qui a été dissous, et dans l'acte d'accusation, si j'ose dire, il citait notamment ce bouquin comme une des influences du mouvement. Okay. Et puis voilà, en fait, il y a un peu ce truc de ce bouquin sulfureux qui aurait endoctriné des hordes de militants radicaux, écologistes, etc. Et puis, en fait, c'est une super réflexion qui, je pense, devrait être dans le kit de base, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est un bouquin qui fait maximum 200 pages et qui pose des sujets assez essentiels, à mon avis. Pousser à la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai lu aussi sous recommandation, je pense, probablement de Victor, il y a maintenant, je pense, peut-être, je sais pas, 1-2 ans. Il m'avait pas du tout semblé inciter quoi que ce soit. Pour moi, c'était vraiment un peu une analyse de est-ce que avoir une frange plus violente dans les mouvements a pu accélérer les choses, et si par exemple les suffragettes qui ont une suffragette qui avait découpé à la machette un tableau, la Vénus, je crois, je sais plus, à Londres, pour justement en disant arrêtez d'admirer les femmes alors qu'on n'a même pas le droit de voter. Enfin, si vous nous admirez vraiment, vous devriez nous inclure dans la vie politique. Et qui maintenant dirait non, elle aurait pas dû faire ça, quoi. Enfin, c'est un peu c'est comme ça que je l'avais lu. Et il y en a un autre d'ailleurs Ouais. Et puis maintenant, c'est marrant qu'il soit complètement. Enfin, c'est un peu triste et un peu inquiétant en vrai pour le. Au titre, en fait, ouais, totalement. S'ils pensent qu'il y a un manuel dedans, ils vont être déçus. Mais il y en avait un autre aussi qu'il a écrit sur la finance fossile. Ou sur est-ce que c'est la finance fossile le titre, ou est-ce que c'est non, c'est alors attends, moi j'en pense à un autre. Fossile Capital. Le capital fossile. Oui, c'est celui sur ultra intéressant, l'histoire en fait des énergies fossiles. En français, c'est l'anthropocène contre l'histoire. Ah ok, ça marche. Ok, ouais. Je l'ai lu en anglais. Je suis bilingue et tout. insupportable. Et du coup, hyper intéressant ce livre parce qu'il explique à quel point en fait les énergies fossiles sont aussi et en fait c'est un instrument de pouvoir aussi. Ouais, total. Ça permet justement, par exemple à l'époque, ils avaient des moulins à vent. Ouais. Et c'est pas du tout parce que le charbon est devenu moins cher qu'on l'a utilisé, c'est plus que grâce au charbon, ils ont pu créer les usines dans les villes et du coup, ils pouvaient plus facilement remplacer les employés. Que si c'est au bord d'une rivière, je sais pas où, et il suffit qu'ils se mettent en grève et puis il y a plus personne. Donc en fait, ça servait d'abord à un peu, on va dire, contrôler, ces travailleurs et puis les rendre facilement remplaçables. Ça permettait aussi de travailler 24/24, enfin plein de dingueries en fait, où en fait on se rend compte que c'est avant tout un instrument de pouvoir. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est super compliqué de sortir des énergies fossiles. C'est parce que il y a encore des États qui gagnent beaucoup au fait que certains États sont dépendants, alors que les énergies renouvelables, en particulier celles décentralisées, en fait offrent une émancipation, une liberté au pays qui est assez hallucinante, quoi. Donc non, alors pour le coup, quand j'ai vu ça, j'étais très choqué aussi, et puis globalement aussi ce qui se passe à travers cette diabolisation est quand même assez inquiétant.
même si on peut être d'accord ou pas d'accord avec certains modes d'action. Tout à fait, Au final, je crois pas qu'ils amènent de la terreur. Enfin, on parlait même récemment là de terroristes climatiques. Bah, c'est pas eux qui amènent une forme de terreur. Donc c'est l'état actuel des choses qui est terrifiant pour le coup. C'est clair. Donc voilà. Après, évidemment, on peut discuter de quel mode d'action, qu'est-ce qui est. Enfin, il y a plein de choses qui sont aussi illégales. Donc. Ouais. Toi aussi, tu veux à ton tour maintenant de rajouter une référence? Ah oui, pardon, on a beaucoup. Ouais, non, on aurait pu passer, hein. Ça peut passer entre les gouttes. Ouais, de ouf, j'y pensais. Ok, bah je vais rester un peu dans un truc moins technique du coup, et je vais revenir aux youtubeurs. Ouais. Il y a la chaîne Fulloscopy que j'aime beaucoup, qui, je pense, comment décrire. Voilà, c'est un peu des expériences sociales, et moi ça m'aide beaucoup à voir un petit peu le comportement, surtout en communication, je l'utilise aussi. Et il y a notamment une vidéo sur la contagion sociale, que c'est un peu mon kiff d'imaginer que bientôt on sera plusieurs personnes militantes et engagées. Mais c'est un peu ce truc où, tu sais, t'as la vidéo, tu vois un pauvre fou en train de danser tout seul, il a vraiment l'air d'un con. Ouais. Et puis les gens ils le jugent, et puis tout d'un coup ils sont 2, puis tout d'un coup ils sont 3, puis tout d'un coup c'est une foule, et finalement celui qui est assis, c'est lui le bizarre. Ouais. Et c'est à ça que j'ai envie d'aller bientôt. Donc Fulloscopy, c'est une super chaîne, et qui fait plein d'expériences sociales un peu dans ce genre-là. Et ça c'est drôle, c'est chill. Pas besoin d'être trop calé. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que c'est essentiel aussi de réfléchir à comment et comment les gens ils se comportent. Comment est-ce qu'on répand le message, et comment est-ce qu'on convainc, et comment est-ce qu'on pousse les gens. Et comment ça diffuse les choses, par quoi. Il y a une autre expérience sociale que je fais, vous testerez un de ces jours, c'est dans un ascenseur, et tu te mets face à la porte. Et tu te mets pas dos à la porte, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, tu te mets dos à la porte et pas face à la porte. Et les gens, ils vont tous faire comme toi. Ouais. Ils vont se retourner? Ils vont se retourner. Ils vont trouver bizarre, mais ils vont faire la même chose, parce que c'est bizarre d'être face to face. On va pas être face to face. Donc voilà. Tu t'amuses à manipuler les gens comme ça, en temps libre. C'est incroyable. Comme avec le Shifumi, c'est pareil. Ouais. Une Fulloscopy. Incroyable. Voilà, merci pour cette réponse. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Simon, on voulait te demander si tu avais quelque chose à rajouter, s'il y a un message que tu aurais aimé faire passer, et puis bien si tu avais quelque chose que tu as envie de rajouter. Qu'est-ce que je veux rajouter? Je veux rajouter que si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore venu avec nous sur le terrain, c'est le moment, parce qu'il y a encore plein de moments pour se mobiliser avec nous. C'est toujours fait dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans la joie de vivre. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Si vous avez rien à faire, samedi soir, on a un grand repas de soutien, donc vous pouvez vous y inscrire. C'est aussi une bonne manière de découvrir de manière très informelle le mouvement, les personnes qui participent, tout en passant un bon moment et en soutenant de manière financièrement aussi le mouvement, parce que on n'a pas les mêmes pas le même argent que les grands partis, que les lobbyistes. Pour rappel, l'immense majorité de la campagne, on l'a financée à travers les gens. On a fait une campagne de crowdfunding. Il y a plus de 400 personnes qui ont donné de l'argent pour que cette campagne ait lieu. C'est quand même, je pense, assez unique en vrai dans son genre. Ça existe parce que les gens ont cru. Exact. En fait. Et on n'en parle pas assez. Après, on avait mis les moyens pour réussir. On s'était donné, on avait fait une super vidéo. On avait fait des choses assez hallucinantes pour mobiliser l'attention. Et on a été super contents. Donc voilà. Il faut continuer comme ça. Les mouvements comme les nôtres à partisans se financent grâce aux gens. C'est ça qui fait aussi leur résilience, leur force. Donc voilà, c'est ça mon très long message de fin. C'est un très bon. Et puis sinon, un immense merci de m'avoir accueilli. C'est trop sympa. Merci à la technique aussi. C'était génial de t'avoir. Merci pour l'énergie. Ouais, merci. Un grand merci à toi pour tes réponses. Prochaine fois, je viendrai avec mon maillot de bain, mon petit linge pour. On fait ça en décembre. Il doit faire, je pense, 35 degrés dans cette salle. Donc, tout va bien. Ça me donne la frayeur de te trouver, parce que la prochaine fois, malheureusement, il sera peut-être un petit peu moins chaud déjà, parce que c'est la fin de la saison 1 déjà de On fait des vagues. Et donc on aura une pause estivale, et puis on se retrouvera le 4 septembre pour la reprise. Trop bien. Toujours avec Diana et avec un autre invité probablement que Simon. Mais c'est pas bien. Mais on espère te retrouver une fois et te revoir avec nous, parce que c'est un super chouette moment. D'ici là, je remercie les personnes qui étaient là ce soir, qui nous ont regardés. Je remercie la technique et la modération.
Et puis, comme l'a dit Simon, notre campagne bat son plein. On a toujours besoin de personnes. Si vous n'avez pas signé nos initiatives, c'est le moment. Vous trouvez toutes les informations sur notre site. Et puis effectivement, notre repas de soutien, comme Simon l'a dit. Et si vous pouvez pas être là aussi, il y a la possibilité de faire un don sur notre site et c'est essentiel pour nous. Et pour qu'on puisse continuer notre campagne, la mener à bien, et puis ensuite faire qu'Agisson fleurisse, s'agrandisse, et puis qu'on permette enfin notre réponse aux urgences démocratiques, écologiques et sociales. Donc d'ici là, on vous souhaite un bel été. On va certainement se croiser dans la rue, sur les stands, etc. Ouais, venez, abonnez-vous. Rediffusion disponible sur YouTube. Beaucoup de vues, et on se retrouve le 15 septembre. Yes. Bon été. Merci. Ciao.